Mon cher Assermendax, j'ai regardé avec intérêt votre dernière vidéo au sujet du genre. Je ferai court. Clarifions d'emblée un point. On pourrait croire au premier abord que votre position sur le genre est affaire de biologie. Vous-même, vous utilisez comme argument d'autorité l'existence de votre doctorat au sujet d'une variété de peupliers. Mais d'après votre manière d'aborder la question du genre, celle-ci n'est pas affaire de biologie. Il s'agit en réalité, et je crains de vous apprendre le nom de cette discipline tant vous la maîtrisez mal, d'une affaire de philosophie du langage. Notre désaccord ne porte pas sur l'existence ou l'inexistence des caryotypes, des phénotypes, des génotypes, des gamètes ou des appareils reproducteurs. Il ne porte pas non plus sur leur fonctionnement. Il porte en réalité sur les mots que nous employons pour décrire ceux qui les possèdent et sur les interactions sociales qui régissent l'usage de ces mots. Notre désaccord a pour enjeu même le mot critère que vous employez d'une façon charlatanesque. Je constate bien que le travail de Saussure sur le référent, signifiant et signifié ne vous est nullement familier et pourtant il aurait pu vous éviter de commettre en milieu de vidéo une erreur monumentale. À vous entendre, en effet, le langage est purement déconnecté des objets qu'il décrit. On pourrait dire qu'on est un homme ou qu'on est une femme sans s'attendre à vérification ni à contestation. Permettez-moi de vous contredire. Parler est une forme d'engagement ou de promesse. Si je dis que je suis médecin, je m'engage auprès de mon interlocuteur à avoir effectivement suivi un cursus médical et à posséder une certaine somme de connaissances. Et puisque je m'y engage, on pourrait me demander sur le champ de prouver mes compétences par un diplôme ou par une intervention médicale concrète. Si je prétends que je suis le cousin du roi d'Angleterre, on pourrait me demander de prouver ma parenté. Même professer avoir un état d'âme ou un sentiment sont des choses qui m'engagent, soumises à une vérification potentielle. Par exemple, lorsque je dis à un ami que je suis désolé qu'il a rompu avec sa compagne, il serait du plus mauvais effet de simultanément pouffer de rire. Lorsqu'un illustre inconnu se présente au monde comme docteur, il jouit d'une certaine respectabilité intellectuelle sur les sujets ayant trait à sa discipline. Si un quidam moyen se donne pour le cousin du roi, il exige tacitement que l'on se comporte avec lui avec certains égards. Il est donc normal et sain que les autres puissent questionner ses affirmations et vérifier que ce qu'il dit correspond à ce qui est. Mais lisons à présent sur votre blog le texte exact où vous définissez votre soi-disant critère pour distinguer les hommes des femmes. Je cite. « Dans la vie de tous les jours, dans le champ social, on classe les gens chez les hommes ou chez les femmes, non pas en vertu de leurs gamètes, de leurs chromosomes ou de leurs parties génitales, mais en vertu de la présence des caractères sexuels secondaires, silhouette, pilosité, voix. Ces caractères sont fortement corrélés à la présence des gamètes, des chromosomes et des organes sexuels, c'est bien pour ça qu'ils marchent, ce sont des signaux efficaces. Et quand il arrive que ces signaux soient ambigus, on ne sait pas si on est face à un monsieur ou à une madame, les gens normaux vont poser la question, et si la personne vous dit qu'elle est un monsieur, alors vous allez l'appeler monsieur. In fine, le vrai critère, c'est ce que les gens déclarent sur eux-mêmes. » Fin de citation. Une boutade peut-être pour commencer. Les zététiciens n'ont de cesse d'avertir doctement les néophytes que corrélation n'est pas causalité, certes. Mais aucune personne en transition ne prend des hormones parce qu'elles se corrèlent bien avec des caractères secondaires de voix ou de pilosité. C'est bien parce que ces hormones causent des caractères secondaires. Donc laissez-moi vous rétorquer que causalité n'est pas corrélation non plus. Rappelons maintenant ce qu'est un critère. Un critère, c'est un élément de référence qui permet de juger ou d'estimer quelque chose. C'est donc faux de dire que le critère le plus adapté pour décider du genre d'une personne, c'est ce que les gens eux-mêmes déclarent. Parce que précisément, cela n'est pas un critère, c'est seulement une déclaration. Une déclaration n'est pas un référent qui permet de décider de la véracité d'une déclaration. C'est le référent de la notion d'homme ou de femme, c'est-à-dire le corps qui constitue un critère, pas le discours des personnes. C'est faux aussi parce que dans la vie quotidienne, les gens n'engagent pas une conversation pour déterminer s'ils doivent dire bonjour monsieur ou bonjour madame. Personne ne commence une conversation dans une boulangerie en demandant l'identité de genre de tous les clients de la file d'attente pour seulement ensuite les saluer. Je vais même aller plus loin. Si je demande à une personne que je ne connais pas de quelle manière je devrais m'adresser à elle, si elle est un homme ou une femme, comme si je ne le voyais pas, c'est très probable que cette personne le prenne au mieux pour une intrusion dans sa vie privée et au pire pour une insulte. Si sur Internet, certains procèdent ainsi, c'est précisément parce que sur Internet, il n'y a pas de référent qui permettrait de juger sur pièce.
Mais ce n'est pas ainsi que les choses se déroulent dans le monde réel, où l'on voit les choses avec nos propres yeux. Une déclaration n'est donc pas un critère. Plus encore, à supposer même qu'une simple déclaration puisse être un critère, à côté des référents réels, il faudrait pour pouvoir vous suivre un critère supplémentaire. Car, hélas, le monde est plein de charlatans, d'escrocs et de menteurs. Vous-même semblez vouloir les débusquer puisque vous ne pouvez pas croire sur parole le CV de triple doctorant, mais voici que vous m'encouragez à présent à croire sur parole le premier inconnu qui se donne pour une femme ou pour un homme en dépit des apparences. D'où ma question, selon quels critères devrais-je douter des déclarations de l'un et ne pas douter des déclarations de l'autre? Si vous utilisez habituellement la science pour séparer le vrai du faux, c'est que les objets permettent de trancher. Quand vous vous en prenez à un créationniste qui pense non métaphoriquement que la Terre a 6000 ans, vous utilisez bien la réalité d'un fossile ou d'une structure géologique pour infirmer le discours. Vous n'acceptez pas le discours avec une crédulité fanatique, mais au contraire, vous le comparez avec le réel et vous faites du réel l'arbitre du discours. Pourquoi alors faire une exception et sur quelle base? N'est-ce pas la définition même de l'esprit critique que d'être sensible à ces dissonances et de comparer les déclarations des gens avec ce que l'on observe par soi-même? Et ne le voyez pas comme une attaque politique, puisque même un certain Karl Marx écrivait dans l'idéologie allemande: dans la vie courante, n'importe quel commerçant sait fort bien faire la distinction entre ce que chacun prétend être et ce qu'il est réellement. Je ne sais pas, cher Assermandax, quel préjugé personnel ou quel biais de confirmation vous a poussé à faire cette apologie de la crédulité. Pour ma part, c'est parce que je suis conscient que ce débat n'est pas scientifique, mais philosophique, que je propose à mes auditeurs de se renforcer en la matière chez Chesterton, qui disait très à propos: « Ce que nous avons sous les yeux, ce n'est pas l'ardeur juvénile de la libre pensée, c'est sa vieillesse et sa décrépitude terminale. Elle n'a plus de questions à poser, elle s'est mise elle-même en question. On ne saurait évoquer de vision plus hallucinante que celle d'une ville où les hommes se demandent s'ils ont un moi. Vous ne pouvez imaginer un monde plus sceptique que celui où les hommes se demandent s'il existe un monde. » Ceux qui souhaitent se procurer ce texte ont encore 5 jours sur Tipeee, lien en description, et vous-même gagneriez à le lire, cher Assermandax, avant de vous aventurer loin des familières rangées de peupliers.